Alors, nous allons écouter maintenant Madame Anne-Marie Turcan-Verkerk, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, section des sciences historiques et philologiques. Monsieur François Dolbeau peut-il accepter d'introduire cette communication? Merci, Monsieur le Président. Depuis 2008, Madame Anne-Marie Turcan-Verkerk est directeur d'études à l'École pratique des hautes études, après un parcours qui l'avait conduite de l'École normale de Sèvres à l'École française de Rome, puis à l'Institut de recherche et d'histoire des textes. En 2011, par un vote de notre Académie, elle est devenue aussi responsable de la revue Archivum Latinitatis Medii Aevi. Sa chaire est d'ailleurs intitulée « Langue et littérature latine du Moyen-Âge ». Jusqu'ici, son enseignement a porté à la fois sur l'histoire des bibliothèques et sur la littérature médio-latine, plus spécialement les artes dictaminis ou manuels de rédaction épistolaire, renouant ainsi avec la tradition de deux de ses prédécesseurs, jadis membres de notre Académie, André Vernet et Edmond Farral. Un premier fruit de cet enseignement a été la publication cette année à Turnhout d'un beau volume collectif intitulé « Le dictamen dans tous ses états ». Car, entre autres talents, Madame Turcan-Verkerk sait organiser les recherches en équipe. Entre 2009 et 2013, elle a piloté un programme de l'Agence nationale de la recherche intitulé « Biblifram, les bibliothèques, matrices et représentations des identités de la France médiévale ». Depuis 2013, elle coordonne un autre programme, encore plus ambitieux et fédérateur, un équipement d'excellence qui doit se poursuivre jusqu'en 2019, Biblissima ou Bibliotheca Bibliothecarum Novissima, un observatoire du patrimoine écrit du Moyen-Âge et de la Renaissance. Consciente des possibilités inouïes qu'offre la numérisation des sources, mais aussi des changements que cela implique dans les objectifs et le déroulement de la recherche, elle s'est engagée sur le double front de la réflexion et de l'action, comme va le montrer son intervention. Sous le patronage de M. François Dolbeau, Mme Anne-Marie Turcan-Verkerk a la parole pour la lecture de sa communication. Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les académiciens, chers collègues, Mesdames et Messieurs, pour cette journée de célébration de l'École nationale des chartes, on m'a demandé de parler de l'exploitation des sources numériques et de celles-ci et des enjeux que celles-ci représentent pour l'historien de demain, pas seulement pour le chartiste, bien que je ne sois pas officiellement historienne et encore moins, hélas, une historienne de demain. Mais j'ai une justification présidentielle, puisque François Hollande s'est émerveillé lors de l'inauguration des nouveaux locaux de l'École des Chartes que les lettres classiques soient à la pointe des humanités numériques. L'École des Chartes, a-t-il déclaré, apporte sa contribution à ce que l'on appelle les humanités numériques, auxquelles contribuent de brillantes équipes de chercheurs français souvent issus des études classiques, car les études classiques peuvent conduire aussi à des technologies extrêmement modernes. Autrement dit, les plus traditionnels des littéraires seraient aussi peut-être les plus avancés dans le domaine des technologies numériques. À qui devons-nous cet état de fait constaté par le président de la République ? Le récit des origines nous dit que nous le devons à Thomas d'Aquin et au besoin que l'Opus Thomisticum a fait naître d'une concordance que le père Roberto Busa, en 1949, a imaginé de réaliser avec l'aide d'IBM. Nous le devons évidemment à l'ampleur de nos corpus linguistiques, au nouveau positivisme des historiens du quantitatif, on pourrait citer énormément de domaines. En bref, nous le devons à la complexité des questions que soulèvent nos disciplines. Nous le devons en définitive au fait que l'informatique, les algorithmes, les sciences des matériaux, la spectroscopie et surtout peut-être Internet semblent offrir aux chercheurs en sciences humaines, pour la première fois dans l'histoire de l'érudition, le moyen de construire sa cathédrale utopique. Rassembler des corpus complets, tout cataloguer, tout reproduire, tout analyser, ne rien laisser au hasard et peut-être même tout conserver et tout transmettre. On aura reconnu un portrait en creux, peut-être un peu caricatural, mais amicalement caricatural, qui s'inspire directement de ce que Yann Potin a récemment décrit sur France Inter dans une émission consacrée à l'École des Chartes,
comme je le cite, un imaginaire de la totalité érudite qui serait caractéristique de l'archiviste paléographe. Ce n'est donc pas un hasard si en France, c'est l'école des Chartes, sous l'impulsion de ses derniers directeurs, Yves-Marie Bercé, Anita Guéraud-Jalabert, Jacques Berlioz, Jean-Michel Legnaud, avec la complicité de Jérôme Belmont, de Florence Claveau et tant d'autres dont je salue l'inventivité, qui a été pionnière en ces domaines, pas seulement dans la recherche. Pour la recherche, qu'il suffise de penser au projet ANR Omnia et à la mise en ligne en XML du dictionnaire de Ducange, mais aussi dans la formation avec son remarquable master « Technologies numériques appliquées à l'histoire ». De ce master naissent de nouveaux profils professionnels aux compétences multiples qui sont capables de faire l'interface entre les logiques et les langages de différentes sciences et techniques. Ce sont des traducteurs capables de rapprocher les communautés scientifiques. Alors, le président de la République recherchait le contraste, voire l'oxymore, en rapprochant l'helléniste, l'historien à l'ancienne, le latiniste même, des techniques de pointe du numérique. Mais il énonçait aussi une évidence. Ce que je voudrais montrer aujourd'hui, c'est cette correspondance profonde qui existe entre les aspirations, les méthodes de l'érudition la plus classique et le numérique tel que nous le connaissons. Sans entrer pour autant dans de grandes théories spéculatives, mais plutôt, plus modestement en tout cas, en partant de ce que je vois dans mon domaine, l'histoire de la transmission des textes, et de ce que j'entrevois pour les années à venir. Ce lien ontologique entre le numérique et l'érudition devrait déboucher sur une perspective qui est à mes yeux le véritable enjeu d'aujourd'hui et de demain, c'est-à-dire l'assimilation progressive du numérique par les humanités, au point que ces humanités numériques, dont certains voudraient faire un vrai mouvement intellectuel, disparaissent en tant que telles à l'horizon des années 2020. Je parlerai d'abord du retour à la source que permet le numérique. Il y a seulement 25 ou 30 ans, l'historien, en particulier l'historien des bibliothèques, qui avait à reconstituer des ensembles dispersés, devait parcourir le monde avec ses notes en poche, dans le meilleur des cas des photos, et il risquait évidemment toujours d'oublier celles dont justement il aurait eu le plus besoin. S'il avait de la fortune personnelle, il pouvait refaire le même voyage quelque temps après, ou plus souvent, il devait y renoncer et se fier à sa mémoire et à ses notes. La confrontation impossible des documents pouvait amener à des affirmations, selon les cas, prudentes ou osées. La confidentialité des documents originaux, l'impossibilité de tout vérifier par soi-même et la difficulté des confrontations obligeaient donc le lecteur, son lecteur, à une confiance aveugle que l'on essayait de fonder en raison au nom du principe d'autorité. L'un des domaines les plus spectaculaires à cet égard pourrait être celui de la paléographie, en particulier dans le double exercice de datation et de localisation. Bernard Bischoff, que l'on a pu appeler parfois l'oracle de Munich, avait, comme vous savez, acquis une connaissance intime des écritures carolingiennes, une connaissance si intime que ses critères de datation et de localisation, quand il cherchait à les exprimer, n'étaient en quelque sorte que la pointe émergée d'un immense iceberg qui, lui, restait invisible et qui était totalement insuffisant pour refaire son cheminement heuristique, c'est-à-dire pour reproduire l'expérience, comme on dirait à l'Académie des sciences. Ces articles ne comportaient quasiment jamais d'illustration. Le plus étonnant, c'est que cette situation arrangeait tout le monde et que l'autorité du maître permettait de prendre datations et localisations comme point de départ pour passer à autre chose sans autre examen. Aujourd'hui, les manuscrits étudiés par Bernard Bischoff sont progressivement numérisés en haute définition et mis en ligne. Enfin, on les voit. Et le cheminement, d'un seul coup, redevient possible pour quiconque a le courage de l'entreprendre. Je ne montre à titre d'exemple, et évidemment sans pouvoir m'y arrêter, que le témoin le plus ancien du Valtarius. C'est un élément clé pour le dossier controversé de la datation de ce qui est le plus grand chef-d'œuvre du Moyen-Âge latin, et pourtant personne, à part Karl Strecker avant 1945 et Bernard Bischoff lui-même,
ne l'a jamais examiné. Mais maintenant, on peut le faire. Et dès l'instant que tout devient vérifiable par n'importe qui, on comprend que le principe d'autorité, si souvent critiqué, mais presque toujours triomphant, est ruiné. Ce que le progrès des mises en ligne de sources sur le web permet aujourd'hui, c'est donc un recul de la croyance dans la pratique de recherche et un progrès de la vérification, qui va exiger un énorme travail. Et on voit que le numérique n'est ici qu'un aiguillon puissant et que le véritable enjeu, c'est celui de la formation au savoir classique et aux techniques fondamentales de l'érudition et de la recherche. C'est-à-dire que le numérique permet un retour aux sources et il est en même temps, en quelque sorte, une ascèse de la vérification. Alors, ce retour aux sources permis par le numérique est le nouveau ferment et en même temps le meilleur ciment des communautés scientifiques d'aujourd'hui. Ce sont d'abord des communautés de formation. Aujourd'hui, les étudiants vérifient constamment ce que vous êtes en train de leur dire. Ils peuvent le faire, malheureusement, à partir de données vulgates de peu de poids. Mais ils peuvent le faire aussi en ayant recours à des bases de données scientifiques et à des numérisations de documents en ligne. Il peut s'en suivre un rapport renouvelé entre l'enseignant et l'étudiant qui inaugure non pas une ère du soupçon, mais pour peu qu'on le veuille, une ère du doute méthodologique et de la discussion scientifique, qui non seulement fera prendre conscience du fait que l'enseignement est trop souvent fondé sur des vulgates consensuelles, mais aussi fera de la transmission de maître à élève un exercice intellectuel commun, et là encore une ascèse partagée, mais une ascèse, comme vous voyez, assez joyeuse. Cette expérience, qui est déjà traditionnelle, par exemple, à l'école pratique des hautes études, pourrait, grâce à l'accès aux documents que permet le numérique, s'élargir dans les années qui viennent à d'autres cercles et renouveler, même dans l'enseignement secondaire, l'approche de l'histoire. C'est ce que montrent en ce moment même, par exemple, des expériences qui sont menées dans certains lycées autour de correspondances échangées pendant la Première Guerre mondiale. Le choc émotionnel provoqué par la rencontre avec le document, même s'il n'est que numérique, l'immersion dans les originaux qui permet de dépasser ce choc et d'examiner inlassablement les textes, les sources, mais aussi le sentiment d'accéder à l'inaccessible, seront peut-être des moteurs d'un intérêt renouvelé des enfants pour l'histoire, du moins je l'espère, plus motivant et réellement plus fécond que le récit standardisé et finalement de plus en plus vide que leurs livres, leurs manuels. Ces communautés que l'on voit se former ici et là, parfois dès le lycée, autour de corpus documentaires, sont certainement l'un des phénomènes des dernières années qui renouvellent le plus le métier de l'historien. La conversation savante, orale ou écrite, a toujours existé, bien sûr. Ni la République des lettres, ni les cercles, salons et ruelles ne datent d'aujourd'hui, et la publication scientifique elle-même n'est qu'une espèce de dialogue à travers le temps. Mais la conversation était, jusqu'à une époque récente, longue et décalée. Et parfois, c'était à de célèbres défunts que l'on répondait par un article ou par un livre, avec l'agréable certitude de ne pas recevoir de réponse. Aujourd'hui, le courriel, les forums sur Internet, les sessions ouvertes sur Academia abolissent à la fois le temps et l'espace et construisent un autre type de relation scientifique. La discussion peut se faire en temps réel sur des documents consultables en commun d'un bout à l'autre de la planète, avec une familiarité qui est encouragée par la forme du courriel. Autrement dit, s'instaure une immédiateté à la fois des relations humaines et de la réflexion sur la documentation qui entraîne assez naturellement une tendance nouvelle à la mise en commun et au partage. C'est aussi que le numérique, parce qu'il permet de travailler sur des documents virtuels, abolit les tensions liées au maniement des originaux. Le bibliothécaire et l'archiviste cultivent deux aspirations qui sont irréconciliables: transmettre, faire voir, faire lire, mais aussi conserver. Depuis toujours, ils rêvent que les documents dont ils ont la responsabilité soient immobiles,
ne soit pas ouvert, ne soit pas touché, ne soit pas annoté. Le lecteur, lui, a toujours nourri des désirs opposés, emprunter, manipuler, toucher, couvrir de notes, corner les pages, les marquer avec un brin de paille, comme on en trouve souvent dans les manuscrits, poser le livre à l'envers, ou même, comme l'a écrit Umberto Eco pour définir la bibliothèque idéale, photocopier un livre en entier en mangeant un sandwich. On le dit trop peu, le document virtuel permet, pour la première fois dans l'histoire, de concilier profondément les besoins et les aspirations des conservateurs et ceux des chercheurs, qui sont parfois réunis en une même personne. À noter les chartes, les manuscrits, comme le fait l'un de mes étudiants, avec du stabilo virtuel. C'est un bonheur d'historien que nous sommes les premiers à connaître en tout bien, tout honneur. C'est un facteur de paix individuelle et sociale et certainement l'un des ciments les plus forts de communautés qui voient de plus en plus collaborer équipes de recherche scientifique et établissements de conservation au sein de projets communs. À mon avis, le partage et la générosité, qui sont un phénomène sans précédent, je crois, dans la recherche scientifique, sont d'autant plus faciles que l'objet est numérique, c'est-à-dire dépouillé de tout enjeu physique et affectif. Et c'est ainsi une véritable révolution des mentalités que connaissent les milieux scientifiques, en particulier les nôtres, souvent peuplés de génies solitaires. La découverte collective née de cette intense conversation mondiale et qui se publie sur le web dans des bases de données, sur des sites de recherche qui sont enrichis jour après jour, relativise progressivement la signature individuelle et c'est un corollaire logique de la disparition progressive du principe d'autorité. On peut le regretter, mais force est de constater l'ampleur que la recherche et la publication collective donnent à certaines recherches historiques qui étaient inaccessibles aux forces d'un homme seul. On peut citer l'exemple remarquable de Trismégistos, le portail des papyrologues et des épigraphistes, qui comporte un onglet réservé aux publications en ligne. L'émergence d'une communauté de chercheurs auteurs d'une œuvre collective favorise ainsi une généralisation de l'œuvre ouverte, une généralisation de la publication en ligne de l'inachevé, les grands corpus, les bases de données qui sont en perpétuel devenir. Est-ce un signe ou un risque de décadence? Je pense que c'est surtout le signe d'une prise de conscience de ce qu'est toute œuvre humaine. Autrefois, on publiait des articles écrits rapidement, des textes transcrits sans annotation, et tout le monde s'en contentait. Ces choses-là étaient publiées une fois pour toutes et acquéraient par la force du papier une autorité parfois indue. Aujourd'hui, le web apporte sans cesse des flots d'informations et le travail n'a jamais été aussi peu définitif. Bien sûr, ce n'est pas une raison pour mettre en ligne n'importe quoi, n'importe quel texte inachevé. Et c'est là sans doute l'un des plus grands enjeux pour les historiens d'aujourd'hui et de demain. C'est qu'il nous faut reconstruire les critères de l'évaluation scientifique sur des fondations nouvelles, en partant de l'exigence généralisable grâce au numérique du principe de la vérification. La suite logique de cette réflexion pourrait être, de la part de la communauté des historiens, de reconnaître enfin la légitimité scientifique des publications nativement numériques, qui, en un sens, sont d'autant plus exigeantes qu'elles se savent plus exposées à la critique. Je propose peut-être là un renversement de valeurs qui risque de faire réagir, mais dont la communauté des historiens devrait s'emparer avant d'être dépassée par les évolutions liées au numérique, en pensant surtout à l'avenir des générations de jeunes chercheurs qui publient de plus en plus leurs découvertes en ligne. Le numérique favorise donc comme jamais l'accomplissement de l'idéal d'érudition et de la pratique savante, parce qu'il en résout les dilemmes, les contradictions, les difficultés liées aux hommes, au temps et au lieu. C'est une situation inédite qui ouvre aux communautés d'historiens et de conservateurs des voies nouvelles qui répondent profondément à l'aspiration à la totalité érudite que j'ai évoquée en préambule, mais qui ne sont pour autant ni très simples ni toutes droites. Quand tout à coup devient possible ce qui pendant des siècles a été difficile, naissent de nouveaux défis
et de nouvelles difficultés. La documentation du chercheur est devenue potentiellement infinie. Le numérique, c'est la joie d'une espèce d'immense bac à sable et donc l'illusion de l'exhaustivité. Mais c'est avant tout l'impossible exhaustivité et c'est l'opacité toujours plus grande sur ce qui n'est pas en ligne. Je ne parlerai pas ici du danger corollaire qui est celui de tout garder. Je frémis pour ma part à l'idée des programmes de sauvegarde des SMS et je me dis souvent qu'il faut aussi savoir perdre et oublier. L'autre risque du bac à sable jubilatoire que nous offre aujourd'hui Internet, c'est qu'il devienne totalement anarchique, avec une prolifération d'initiatives non concertées qui finalement vont disperser les énergies et constituer de nouveaux obstacles à la recherche. Il serait tout aussi nuisible à la recherche fondamentale que la recherche des solutions techniques devint une fin en soi, détournant le chercheur de ses objectifs premiers. Il y a enfin, avec l'œuvre ouverte et le principe d'inachèvement, même si ce peut être un principe perfectionniste d'inachèvement, le risque d'une instabilité des productions savantes et donc de l'impossibilité d'y renvoyer un lecteur, de les citer tout simplement. Ces difficultés nouvelles ou ces risques potentiels peuvent être évités ou limités si l'on se fixe des objectifs opérationnels, sensés et concrets. Alors je parlerai surtout parce que je le connais, mais aussi parce que l'École des Chartes, qui est aujourd'hui à l'honneur, en est l'un des fondateurs, de l'équipement d'excellence Biblissima, en esquissant à partir de ce cas particulier, si possible, des solutions généralisables. D'abord, comment définir les corpus et avec eux les communautés? L'impossible exhaustivité est coûteuse et décourageante. Mais ce qui compte, j'ai tenté de le montrer, ce n'est pas la quantité, mais le sens. À mon avis, il faut construire l'alliance des équipes de recherche et des établissements de conservation, non pas en partant d'impératifs institutionnels, mais en partant du sens, et donc sur une approche concrète de l'exhaustivité à des échelles raisonnables, en fabriquant des corpus limités qui sont capables de répondre à une question scientifique partagée. Biblissima tente de former de tels corpus à plusieurs échelles. Ce qui a permis à Biblissima de voir le jour, c'est la conviction partagée par un certain nombre de chercheurs et de conservateurs qu'en mettant en commun leurs ressources sur l'histoire de la circulation des textes en Occident du Haut Moyen-Âge à la fin du XVIIIe siècle, ils pourraient constituer un puissant outil heuristique capable de répondre aux questions qu'ils se posaient, mais aussi à celles qu'ils ne se posaient pas encore. L'Observatoire du patrimoine écrit du Moyen-Âge et de la Renaissance. La coordination de ces grandes institutions a été permise par un acteur neutre et fédérateur par nature, le campus Condorcet. Mais la communauté Biblissima n'est pas seulement francilienne, ce qui l'affaiblirait. À côté des acteurs parisiens à vocation nationale, que sont l'École des Chartes, l'École pratique des hautes études, la Bibliothèque nationale de France, l'Institut de recherche et d'histoire des textes, vous voyez le CIAM de Lyon, qui apporte ses compétences sur la Bible glosée et les sermons, le Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours, sur les imprimés anciens et l'humanisme, et le CRAM et la MRSH de Caen, sur l'édification d'une bibliothèque virtuelle à travers l'exemple du Mont-Saint-Michel, et sur l'édition électronique des textes anciens. Le programme, financé pour 7 ans par les investissements d'avenir, réunit aujourd'hui plus de 100 chercheurs et il essaime à travers le monde. Il lance chaque année des appels à manifestation d'intérêt qui permettent à Biblissima d'agréger de nouveaux groupes de travail constitués d'équipes de recherche et d'établissements de conservation qui bénéficient de ces financements et qui enrichissent l'outil commun de données sur des projets ciblés. Petits et grands corpus s'organisent les uns par rapport aux autres, en atteignant à leur échelle une forme d'exhaustivité en réponse à une question scientifique. Ils fondent autant de communautés de travail et de pensée. Je vous donne quelques exemples seulement. La numérisation par l'IRHT des fragments subsistants
des manuscrits de Chartres, la constitution par la médiathèque de Troyes et la bibliothèque universitaire de Montpellier avec l'aide de la BNF de la bibliothèque virtuelle de Clairvaux, la reconstitution des bibliothèques de Montaigne et la Boétie sous la direction du CESR, et puisqu'on est dans la maison, la bibliothèque de Mazarin en ligne, un projet piloté par Yann Sordet à la Mazarine et par l'École nationale des Chartes. Les fondateurs de Biblissima, tous extrêmement reconnus dans leur domaine, ont tous une histoire et des pratiques de recherche différents qui, pendant des années, les ont amenés à constituer des sources numériques qui sont finalement d'une extrême hétérogénéité, par leur nature, par leur sujet, par leur ampleur, par leur fonction et surtout par leur structuration, qui jusqu'à présent a constitué bien souvent un obstacle à la recherche sur les sources. Ce qui va soutenir le nouvel esprit de partage de la communauté Biblissima, c'est le numérique dans ses développements les plus récents, ceux du web sémantique. Cela va nous permettre d'abord de fédérer les bibliothèques numériques. Nous le faisons en adoptant pour les images des spécifications qui ont été développées à l'université de Stanford. Vous voyez là l'angoisse de l'écran noir, mais en cliquant sur le plus, on a accès à des bibliothèques du monde entier. Vous voyez ici la Beinecke, vous voyez Harvard, mais vous voyez aussi la bibliothèque municipale de Besançon et la BNF. On va pouvoir faire son marché dans toutes ces bibliothèques et rassembler sur un même écran des images de manuscrits provenant de bibliothèques différentes ou même provenant d'une même bibliothèque. Ici, vous voyez sur l'écran 2 manuscrits qui avant leur démembrement n'en faisaient qu'un. C'est une chose que les conservateurs n'aiment pas, mais qu'on peut faire sur son écran. On peut également, comme l'a fait l'équipe Biblissima, replacer des enluminures qui avaient été découpées dans leurs manuscrits d'origine en appelant dynamiquement les images depuis les bibliothèques numériques. On peut imaginer toutes sortes d'autres choses, on peut remettre des fragments en ordre, on peut consulter en même temps plusieurs pages d'un même manuscrit. C'est aux chercheurs maintenant d'en imaginer les usages. Fédérer les bases de données et les éditions électroniques est plus compliqué. Jusqu'à présent, les rapprochements entre bases de données se sont faits sur la base d'une quinzaine d'éléments communs simplifiés. C'est ce qu'on appelle l'OAI, qui ne permettait de répondre qu'à des questions simples. Mais les questions simples ne nous intéressent pas. Ce qui est intéressant, ce sont les questions complexes. Pour répondre aux questions complexes, il faut aller au cœur des données et de leur sens, et donc construire ce qu'on appelle un moteur de recherche sémantique. L'équipe technique de Biblissima, qui est composée de ces traducteurs hybrides dont j'ai parlé au début, sous la direction de Mathieu Bonicel de la BNF, a analysé toutes les ressources numériques des partenaires, puis modélisé l'ensemble du domaine de la circulation des textes, en définissant des objets communs à toutes les ressources, les relations susceptibles d'exister entre ces objets, l'infinie variété des caractéristiques possibles des objets et des relations, et les termes utilisés pour les nommer. On voit d'emblée la parenté de cette démarche avec la démarche de modélisation des sciences dures, mais aussi la complexité extrême d'une structuration qui se fait par le langage. Vous en voyez ici une représentation qui est simplifiée et qui nécessite un travail en profondeur sur les notions. Cette espèce de toile d'araignée sémantique multidimensionnelle, que l'on appelle une ontologie, va permettre d'identifier la présence et le cheminement des données dans notre cinquantaine de ressources sans que la façon dont les données y sont exprimées et structurées soit bloquante. Autrement dit, le moteur de recherche est capable d'aller chercher directement dans les données et dans leur signification sans obliger qui que ce soit à une normalisation a priori. Il fédère en respectant la liberté de chacun et il permet une interrogation ordonnée dans un ensemble qui est naturellement plutôt désordonné, sans chercher pour autant à le ranger. Et là aussi, dans cette dimension qui est une dimension profonde, le numérique résout les tensions. On peut déjà, grâce à ce moteur de recherche fondé sur les équivalences sémantiques,
consulter ensemble 2 bases de données qui se sont superbement ignorées pendant des décennies, des bases de données iconographiques, Mandragore à la BNF et Initial à l'IRHT. Ces bases de données sont structurées différemment et utilisent pour décrire les images des vocabulaires différents et incompatibles. Désormais, on peut les interroger ensemble, par exemple, à partir d'une carte. Je clique sur le chapitre de la collégiale Saint-Martin de Tours. J'ai 21 enluminures. Je peux cliquer sur l'une d'entre elles et la consulter dans la bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux de l'IRHT. Je peux revenir à sa notice, cliquer sur son descripteur géographique et rebondir sur un manuscrit de la BNF. Alors, comment assurer la stabilité des résultats? Pour cela, il faut chercher et publier avec le numérique. Vous l'aurez compris, la réalisation de cette infrastructure numérique qui utilise les technologies du web sémantique ne peut pas se faire aujourd'hui sans les traducteurs, ces profils d'humanistes formés aux techniques du numérique telles que les a promus l'École des Chartes. Le monde de la recherche en sciences humaines a besoin d'eux parce qu'ils maîtrisent 2 complexités, celle des questions scientifiques et celle des réponses techniques. Ils réalisent après coup le dialogue impossible de ressources numériques hétérogènes. Mais ils permettent aussi de produire d'emblée des données interopérables, c'est-à-dire capables de dialoguer dès leur production avec celles des autres. Les traducteurs facilitateurs vont donc créer des outils numériques maîtrisables par les chercheurs. Notre conviction est que cette maîtrise du numérique ne doit en aucun cas prendre le temps dont la recherche a besoin. C'est-à-dire qu'il faut exploiter les coïncidences profondes entre numérique et érudition pour que le numérique soit progressivement incorporé à la pratique érudite. Pour y parvenir, il faut anticiper l'évolution des métiers en formant des ingénieurs, des conservateurs, des chercheurs totalement hybrides. Biblissima le fait à son niveau, à l'aide d'écoles d'été, on en a parlé ce matin, qui mêlent intimement érudition à l'ancienne et numérique afin de favoriser une telle évolution. Ces écoles d'été sont liées aux projets financés par Biblissima chaque année à l'issue de ces appels à manifestation d'intérêt. Biblissima a également créé une boîte à outils du chercheur que vous pourrez bientôt utiliser, qui tente de favoriser cette assimilation en mettant au premier plan non pas les outils, comme on le fait toujours, mais les actions du chercheur. L'un des buts est que les communautés scientifiques créent collectivement les bonnes interfaces de saisie de leurs données sans que ce travail soit plus douloureux qu'autrefois. Vous voyez ici ce que cela peut donner pour l'édition des inventaires anciens. Le pôle du document numérique de la MRSH de Caen et l'IRHT ont mis au point ensemble une interface de saisie des inventaires anciens qui permet de rendre compte de toutes les spécificités du document original et qui va permettre naturellement de l'indexer et de le mettre en relation avec d'autres inventaires anciens, avec des images, avec des bases de données, avec des référentiels en ligne. Ce sera le premier élément, le point de départ du corpus des inventaires de livres de la France médiévale et d'Ancien Régime. C'est grâce à de telles pratiques partagées dans le cadre de collections clairement définies que les productions numériques atteindront une forme de stabilité. Le corpus des inventaires de la France médiévale sera inscrit au catalogue des presses universitaires de Caen et c'est l'éditeur universitaire qui sera responsable de son maintien à ce catalogue. C'est lui qui garantira la citabilité des éditions et donc leur pérennité. Autrement dit, la stabilité de l'œuvre collective, même ouverte, passe par une harmonisation des pratiques numériques en amont et par l'adoption d'une chaîne de travail de qualité comprenant in fine, si possible, une maison d'édition qui serait ainsi incluse dans l'écosystème de la production scientifique, de la naissance de la donnée à sa diffusion. Biblissima, et je termine enfin, Biblissima n'est qu'une expérience que j'espère reproductible et extensible
mais elle reste limitée par son périmètre et elle est d'abord limitée par le temps. L'accroissement des communautés, leur souhait de continuité et de stabilité fait qu'il arrive un moment où le virtuel doit se réincarner et nous pourrions y penser dès aujourd'hui. Sous quelle forme ? Tout concepteur de projets et d'outils numériques utilise aujourd'hui la vieille métaphore architecturale en parlant d'une construction commune dont il fournira les briques. Vous l'avez certainement souvent entendu. Je me demande si la solution n'est pas dans la réincarnation de la métaphore. Comme nous avons la Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouillou, la Maison René Ginouvès d'archéologie et d'ethnologie, pourquoi ne pas construire ensemble la Maison de l'histoire de l'écrit ? Au sein de cette vaste communauté qu'est Paris Sciences et Lettres, l'École pratique des hautes études, l'École nationale des chartes et d'autres établissements parisiens majeurs réfléchissent en ce moment à un vaste programme sur l'écrit, de la naissance des premiers systèmes graphiques à nos jours, Scripta, sous la responsabilité d'Andrea Stauder. Un programme qui serait décliné sur les plans de la recherche, bien entendu, de la formation et de la valorisation, avec une intégration totale du numérique dans ces trois volets qui sont indissociables les uns des autres. Scripta, après tout, pourrait fournir l'architecture générale de la maison. Biblissima et ses partenaires fondateurs, qu'ils relèvent du CNRS, de l'université ou du ministère de la Culture, pourraient apporter leurs briques, pourraient apporter leurs idées. Le portail de l'Observatoire pourrait être l'une des portes d'entrée. Je propose que leur dynamisme fournisse quelques-uns des ascenseurs et que leurs outils alimentent une agence de conseil et de service. Cette maison d'histoire de l'écrit, pourquoi ne pas l'appeler Charles Samaran, par exemple ? J'ai plaisir à finir sur l'image d'un historien d'hier avec un livre à la main, avec des filiales en région pour certaines fonctions support, comme l'édition électronique, particulièrement développée à Caen. Cette maison incarnerait les multiples dimensions des réseaux de sens que j'ai essayé d'évoquer dans cette communication, les réseaux documentaires, les réseaux humains, les réseaux de relations sémantiques, qui offrent à l'amoureux de la totalité érudite un champ d'action éblouissant. Alors, peut-être encore une cathédrale utopique. Je vous remercie. Merci Madame pour ce plaidoyer chaleureux en direction des techniques numériques, un plaidoyer enthousiaste et en même temps très lucide, puisque vous nous communiquez aussi les difficultés de la tâche, et nous y sommes très sensibles. Monsieur Dolbeau souhaite-t-il intervenir ? Oui, votre exposé, chère Anne-Marie, vient d'ouvrir des perspectives immenses sur l'avenir des recherches en sciences humaines. Mais parler d'avenir est ici maladroit, car la transformation est déjà en œuvre, et l'on doit se réjouir que l'École des Chartes et d'autres établissements fédérés, grâce à vous, dans Biblissima, y soient à l'avant-garde. Des objectifs jadis hors d'atteinte deviennent désormais réalisables par l'accumulation de données exploitables dans des corpus connectés. Vous avez montré aussi comment cette révolution en marche devait modifier les pratiques des chercheurs. Il faut désormais vérifier les résultats au lieu de suivre une autorité, favoriser les travaux d'équipe avec signatures multiples par rapport aux monographies individuelles, valoriser les publications électroniques en assurant leur pérennité. D'un côté, vous soulevez donc de grands et légitimes espoirs. De l'autre, vous évoquez un risque d'instabilité des productions érudites et la nécessité de changements profonds dans la formation et la mentalité des chercheurs. Les questions que j'aimerais vous poser sont les suivantes. Votre investissement dans Biblissima a-t-il déjà modifié la teneur de votre enseignement et si oui, dans quelle mesure ? Ensuite, en ce qui concerne les bibliothèques médiévales ou les bibliothèques de manuscrits médiévaux, quels seront les corpus numérisés par Biblissima d'ici à 2019 ? Merci. Merci François. Alors, en ce qui concerne mon enseignement, j'essaie en fait, dans la plus pure tradition de l'école pratique des hautes études, de faire de mon séminaire une espèce de petit laboratoire où l'on travaille collectivement.
Nous travaillons évidemment directement sur les documents en ligne, constamment. Mes étudiants, quand je ne suis pas capable de le faire, consultent les bases de données en ligne et nous discutons en tenant compte de la recherche en mouvement. Nous taguons les manuscrits, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ce qui nous permet d'atteindre une familiarité avec eux que personne n'a jamais eue auparavant. Vivre avec les manuscrits sur sa tablette, pouvoir les annoter, c'est finalement travailler comme l'auteur médiéval et entrer progressivement dans sa logique. C'est-à-dire que là encore, le numérique nous permet d'avoir une pratique érudite renouvelée. Mais la petite communauté que nous formons est aussi une communauté de formation mutuelle qui dépasse le cadre du séminaire, puisque le courriel nous permet de continuer cela le soir, le week-end, pendant les vacances. Et je dois dire que mes étudiants m'apprennent beaucoup et que nous essayons aussi de concevoir ensemble ces outils de demain en profitant des possibilités financières que nous offre Biblissima. C'est-à-dire nous nous permettons d'être un peu fous ensemble. Mais je pense que ça n'est pas une mauvaise chose. Alors pour la seconde question, Biblissima, j'en ai dit un mot tout à l'heure, permet de numériser des corpus limités dans toutes les bibliothèques de France qui le demandent et qui montent un projet sérieux. J'ai donné l'exemple des manuscrits de Clairvaux. Il y a aussi l'exemple des manuscrits de l'ancienne bibliothèque de Saint-Bertin à Saint-Omer et à Boulogne-sur-Mer. Il y a bien sûr la reconstitution virtuelle de la bibliothèque du Mont-Saint-Michel, bientôt celle de l'ancienne bibliothèque de Saint-Amand. Donc on essaie au fur et à mesure de favoriser ces entreprises de numérisation. Un financement de Biblissima est réservé spécifiquement à la Bibliothèque nationale de France pour numériser des corpus qui sont de nature à intéresser l'ensemble du partenariat. On peut en citer plusieurs. Il y a par exemple tous les inventaires du XVIIIe siècle, qu'il s'agisse des inventaires révolutionnaires ou des inventaires antérieurs, qui font partie des papiers des Mauristes. Biblissima, grâce à la BNF, a pu numériser l'ensemble de la documentation issue du résidu de Saint-Germain-des-Prés, donc la documentation des Maurices du XVIIe et du XVIIIe siècle. Nous avons aussi systématiquement numérisé les manuscrits issus de l'entourage de Florus de Lyon en vue de la constitution d'une bibliothèque capitulaire de Lyon à l'époque carolingienne, qui se fera en collaboration aussi avec nos collègues de Suisse, d'Angleterre, du Vatican. Voilà, ce ne sont que des exemples, ce serait lassant d'en faire tout le chapelet. Autre intervention, Madame. Oui, bonjour, je voulais apporter un commentaire, surtout. Dans votre utilisation du mot numérique, j'ai le sentiment que vous entendez deux choses tout à fait différentes. D'une part, ce que les Anglais appellent la digitalisation, c'est-à-dire la couverture photographique complète, par exemple, d'un manuscrit, d'un document sur lequel on va pouvoir travailler, notamment procéder par agrandissement, etc., mais qui n'est pas forcément partagé en dehors de la communauté des chercheurs qui a pris ce manuscrit comme objet. Et vous entendez également la mise en ligne sur Internet et le partage, là, de façon extrêmement globalisée, universelle, de ces mêmes documents. Et il me semble que vous entendez parfois numérique dans le premier sens et parfois numérique dans le second sens. Est-ce que je me trompe ? En effet, vous avez touché un point sensible, c'est que je me suis absolument gardée de définir le numérique. En réalité, j'en ai en effet un usage global et variant, c'est-à-dire que j'entends par là tout ce qui est accessible sous forme d'encodage, qu'il s'agisse d'encodage de texte ou d'encodage d'images.
et par extension les pratiques qui sont liées à l'usage de ces documents encodés. Donc effectivement, j'aurais plutôt dû parler, plutôt que de sources numériques, j'aurais dû parler, je l'ai fait parfois, de ressources numériques, qui, pour Biblissima, sont de trois sortes. Il y a les images, il y a les éditions électroniques de texte, la plupart du temps en TEI, et puis il y a des bases de données sous des formes qui sont extrêmement variables, qui peuvent aller de la vieille base de données FileMaker à une base de données en XML. Donc, en effet, sous numérique, je mets beaucoup de choses avec l'idée que ça n'est jamais finalement que des 0 et des 1. Autre intervention. Monsieur Picard. J'étais très intéressé par vos réflexions qui concernent toutes les disciplines des sciences humaines et j'étais très frappé par un certain nombre de remarques que nous rencontrons en archéologie et en histoire grecque. Remarquons d'abord que nous avons la chance, dans nos, si on peut dire, dans nos disciplines, d'avoir affaire à une documentation qui a déjà fait l'objet de sélections extrêmement sévères. Ce qui fait que nous n'avons pas les mêmes problèmes que vous posiez tout à l'heure avec les SMS ou qui peuvent se poser à l'histoire contemporaine. Supposons que l'on numérise en un seul jour tous les journaux parus ce jour-là, cette documentation en soi sera inutilisable. Nous avons affaire donc à une documentation qui a été sélectionnée. Vous avez dit que votre objectif était de chercher et de publier avec le numérique. Est-ce que vous envisagez dans l'avenir de vos recherches une collaboration, si je puis dire, entre la documentation numérisée et une publication sur papier, ou bien est-ce que vous éliminez la publication papier traditionnelle ? Et puis, vous parlez également de stabiliser les résultats. C'est quelque chose de très important et qui concerne moins quand on travaille sur des monnaies ou sur des volumes. Mais par exemple, quand on travaille sur des documents d'architectes contemporains, quand on avait une documentation papier, un plan d'architecte était daté, il avait une forme et il entrait dans les archives sous une manière bien précise. Maintenant, avec un travail numérique qui se poursuit, le plan n'a plus ni date, ni même forme définitive. Et donc le problème de la stabilité des résultats est en effet un problème extrêmement grave qui ne concerne pas simplement les dessins d'architectes, mais qui concerne toute une série de documentations. Voilà les questions qu'ont suscité votre communication qui m'a beaucoup intéressé. Merci beaucoup. Alors, ce sont deux questions différentes. Il y a la question de l'archivage de la production individuelle qui se fait au fur et à mesure et qui, à mon avis, est de la responsabilité de chaque individu qui pourrait archiver les étapes successives de son travail, qui le fait quelquefois par devoir, en enregistrant son texte ou son travail sous un autre nom, de façon à avoir plusieurs étapes, et qui est plus ou moins développé selon le narcissisme de l'individu ou son sens archivistique. Effectivement, il y a une perte de mémoire dont personnellement, mais vraiment à titre personnel, je me console en me disant que l'humanité a toujours perdu énormément de choses. Nous ignorons dans quelle mesure, et finalement, c'est peut-être pas grave. Pour l'autre question qui concerne l'imprimé, pour ma part, je pense que, mais vraiment là aussi à titre personnel, pas comme responsable de Biblissima, je pense que nous avons des habitudes cognitives qui font que nous lisons d'un œil plus critique un texte imprimé et que nous avons encore besoin du livre. Je parlais d'Umberto Eco tout à l'heure, il a dit quelque part que le livre avait atteint une perfection fonctionnelle
aussi grande que celle de la cuillère et que par conséquent, il ne disparaîtrait jamais. Je crois que c'est vrai, et c'est aussi pour cela que j'ai terminé sur Charles de Saint-Maur en lisant un livre. Ce qu'il faut, c'est prévoir, à mon sens, la publication sur papier à la demande, comme le font énormément d'éditeurs. En tout cas, c'est ce que font les presses universitaires de Caen avec lesquelles nous travaillons, qui ont instauré une chaîne de travail fondée sur le document numérique, mais un document numérique à partir duquel on peut produire une édition électronique, un site internet ou un livre papier d'une très grande qualité éditoriale qu'on pourra imprimer à la demande, c'est-à-dire imprimer au départ en un petit nombre d'exemplaires et puis ensuite réimprimer à la demande. Cette chaîne éditoriale, elle tient compte justement du fait qu'on pourra être amené à produire des versions différentes d'un même travail scientifique et donc à vouloir imprimer tantôt la première version, tantôt la version 2, tantôt la version 3, tantôt la version 4. Pour le corpus des inventaires de la France médiévale et d'Ancien Régime, ce que j'envisage, c'est un corpus électronique qui permettra d'interroger ensemble tous les inventaires, quelle que soit leur date, ou de n'interroger qu'un certain nombre d'inventaires correspondant à un corpus qu'on aura défini en fonction de ces interrogations. Mais je pense aussi qu'on pourra en tirer des monographies sur telle ou telle bibliothèque ou sur tel ou tel type de bibliothèque en sortant finalement, en isolant un certain nombre de ces fichiers numériques à partir desquels on va produire notre version papier. On pourrait aussi produire des sites web spécialisés à partir de ce choix de fichiers. Autre intervention? Oui. Qui ça? Ah oui. Alors, Monsieur Bure. Oui, madame, vous avez parlé tout à l'heure de l'archivage. Vous avez parlé tout à l'heure de l'archivage par étapes, en quelque sorte, d'un travail qui serait fait à partir de la documentation numérisée, comme si il fallait des étapes, car ce travail n'est jamais tout à fait terminé. Il existe déjà des bases qui permettent d'enregistrer ces étapes du travail. Quel est le rapport entre Biblissima, par exemple, et puis la base HAL? Alors, la base HAL permet d'archiver des travaux scientifiques et surtout de prendre date en disant, voilà, à telle date, j'ai déposé mon travail, ce qui permet d'une certaine façon de dire, ben voilà, c'est moi qui ai trouvé ça et je l'ai trouvé à telle date. Pour l'instant, Biblissima n'a pas de relation avec HAL parce que Biblissima s'occupe plutôt des sources primaires que de la bibliographie. Mais Biblissima n'agrège finalement que les ressources numériques de ces 9 partenaires, qui sont avant tout, je l'ai dit, des bibliothèques numériques de documents anciens, manuscrits et imprimés, des bases de données documentaires sur ces sources et des textes anciens, des éditions électroniques de textes anciens. Donc la bibliographie, la littérature un peu plus grise, ne fait pas partie des ressources de Biblissima. Mais ce serait une idée pour l'avenir. Ah ben, je vous remercie. Madame Berriot. Je voudrais souligner le fait que Anne-Marie Turcan-Verkerk a montré remarquablement comment l'outil Biblissima avait permis, très particulièrement dans la communauté française, un rapprochement qui est à mes yeux essentiel entre les équipes de chercheurs et les lieux de conservation du patrimoine. Ça a été l'un des éléments dont on a beaucoup parlé au cours de la journée et il faut vraiment souligner cette importance d'un rapprochement qui, sur le plan de la communauté française, parvient déjà à des résultats dont nous avons souvent, à l'IRHT, quand j'en étais directrice, parlé avec Anne-Marie. La question que je voudrais poser est celle de la relation avec les communautés internationales.
En effet, tu as souligné le fait qu'il existe dès à présent des collaborations que nous avons vues traduites sur les cartes, qui vont parfois très loin et dont je sais l'importance, notamment aux États-Unis avec Stanford. Mais compte tenu du fait que les démarches ne sont pas nécessairement les mêmes d'un pays à l'autre, et compte tenu du fait que les financements, les priorités, etc., ne sont pas non plus les mêmes, comment vois-tu aujourd'hui l'équilibre entre cet effort considérable et efficace de rapprochement au sein de la communauté française et la nécessité en même temps de garder un œil sur ce qui se fait ailleurs et la manière de le réaliser? Je sais que pour Stanford, les résultats sont réels, mais comment peut-on évaluer les deux? Alors, je peux dire d'abord un mot du type de collaboration que nous avons avec Stanford. Il s'agit de se mettre d'accord sur ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire les commentaires qu'on fait sur les images, qu'on fait selon des spécifications qui sont communes. Mais ces spécifications s'appellent IIIF. Mais la communauté IIIF est déjà bien plus large que Stanford et Biblissima, qui n'en sont que 2 des membres. Ces spécifications ont déjà été adoptées par énormément de bibliothèques outre-Atlantique et en Europe, et c'est un phénomène qui est en train de faire tache d'huile. Alors je ne sais pas si la Bibliothèque Vaticane a finalement décidé d'adopter ces spécifications. La réunion avait lieu la semaine dernière, et on m'a demandé, pour soutenir le projet, de décrire le projet de bibliothèque virtuelle de Florus de Lyon, mais je ne sais pas quelle a été l'issue de la négociation. Donc, si énormément de bibliothèques dans le monde adoptent ces spécifications pour leurs images, l'interopérabilité des bibliothèques numériques se fera, je dirais, facilement, d'une certaine façon. Ce ne sont que des spécifications, c'est-à-dire une couche informatique à ajouter. Il faut surtout en prendre la décision. Et là, le problème est diplomatique et ni scientifique ni technique. Il est véritablement diplomatique. Ensuite, pour élever au niveau international des résultats du type de ceux de Biblissima, ce qui me paraît crucial, c'est d'arriver à partager les vocabulaires et les significations. J'ai essayé de montrer que ce qui fait l'interopérabilité des bases de données, c'est le partage des mêmes notions. Mais on sait bien que dans une même langue, des chercheurs expriment les mêmes choses de façon différente, et le problème s'accroît encore avec le multilinguisme. Il me semble que l'un des grands enjeux des années à venir pourrait être de développer des vocabulaires communs, c'est-à-dire non pas d'obliger qui que ce soit à changer de terme, mais d'aligner les termes, c'est-à-dire décider que 2 termes dans une même langue et dans plusieurs langues actuellement utilisées par les chercheurs dans le monde sont équivalents, et leur donner un identifiant unique au niveau international. Ça, c'est un énorme enjeu qui va prendre, je pense, des dizaines d'années, mais je crois que c'est le chemin qu'il faut entreprendre. C'est déjà, ces accords internationaux autour d'identifiants uniques sont déjà une réalité pour les noms de personnes physiques et de personnes morales à travers la base de données VIAF que la BNF alimente régulièrement. Il faudrait parvenir à faire la même chose pour les codes de manuscrits, en ce qui nous concerne, mais aussi pour l'ensemble des vocabulaires que nous utilisons, quel que soit leur domaine. Et ça, c'est déjà difficile au niveau national, ça le sera encore plus au niveau international, mais je crois que l'avenir est là. Autre intervention. Madame Morisson. Oui, j'ai été passionnée par votre brillante communication, mais je voudrais vous poser une question sur le modèle économique sous-jacent. Parce que pour l'instant,
Il y a dans notre communauté de chercheurs pas mal de LABEX, et j'ai découvert aujourd'hui l'acronyme EQUIPEX, et c'est un usage merveilleux des crédits du grand emprunt, mais que se passera-t-il en 2017 ou dans les années suivantes? Parce que je reviens là-dessus. Nous avons eu, M. Picard et moi, des discussions avec nos collègues américains sur les bases de données numismatiques interconnectées, l'identifiant unique, etc. Il s'ouvre des perspectives que je suis sans doute déjà un peu vieille pour pouvoir exploiter, mais les collègues américains, anglo-saxons, nous ont décrété que dans 2 ans, il n'y avait plus de revues papier. Ils nous ont vraiment décrété que l'open access allait résoudre tout et qu'il n'y avait plus besoin de papier, que les périodiques papier pouvaient disparaître, donc probablement les crailles dans la foulée. Comment voyez-vous l'avenir? Voilà. L'avenir est sombre. C'est tout le problème de ces investissements d'avenir. C'est-à-dire, je pense que l'État a donné une très grande impulsion en versant des millions dans ces projets-là, en pensant que l'investissement était fait une fois pour toutes, mais il n'a apparemment pas réfléchi à l'avenir de ces investissements. Sans doute l'État a-t-il pensé que les crédits récurrents des partenaires allaient prendre le relais. Mais ça n'est absolument pas le cas, puisque les crédits récurrents de la plupart des partenaires risquent de diminuer plutôt que d'augmenter. En tout cas, pour Biblissima, il n'y a pas de modèle économique. C'est-à-dire que l'idée est véritablement puisqu'on a déjà utilisé une fois l'argent du contribuable avec les investissements d'avenir, de ne pas le faire payer une seconde fois. Donc le principe de Biblissima est de tout mettre à la disposition de tous, gratuitement et sans contrepartie. Évidemment, du point de vue purement comptable, cet investissement risque de ne pas être rentable. Je pense que du point de vue scientifique et humain, il le sera, mais du point de vue économique, pour l'instant, Biblissima est financé jusqu'en 2019, et ensuite, à moins qu'une solution ne se fasse jour, il disparaît. C'est-à-dire il ne disparaît pas, il reste comme ces astéroïdes qui sont sur la toile et qui continueront de vivoter. Mais un investissement comme celui-là ne peut continuer à vivre que si on continue d'injecter des moyens et que si on continue de le développer scientifiquement et techniquement. Parce que le numérique, ce n'est pas quelque chose qui est fait, j'emploie encore numérique dans un autre sens, ce n'est pas quelque chose qui est fait une fois pour toutes. Ça a besoin d'évoluer constamment. Il y a une condamnation à l'évolution dans ces infrastructures numériques. Et il faut aussi que les données scientifiques s'enrichissent constamment, sinon ce n'est pas la peine. Pour l'instant, nous ne vendons rien. Non, mais quand je vois que le mot économique est lui aussi porteur d'une grande ambiguïté. Quand je parlais d'économie, je ne voulais pas dire que votre projet devait être rentable. Je pensais à son maintien à l'avenir, parce que, comme vous le savez, tout site a besoin d'être entretenu et effectivement enrichi. C'était ça mon souci. Voilà. Alors, ma proposition de créer une maison d'histoire de l'écrit va dans ce sens. C'est-à-dire que Biblissima pourrait être, d'une certaine façon, j'ai proposé une agence de conseil et de services. L'infrastructure numérique pourrait trouver un nouveau départ et un nouveau sens qui permettrait aussi au portail d'agréger non pas seulement les ressources de ces 9 partenaires, mais éventuellement d'autres ressources. Parce que je reçois régulièrement des demandes de collègues français ou étrangers qui me disent « j'aimerais bien que mes ressources soient visibles dans le portail Biblissima ». Mais elles ne peuvent pas l'être sans un certain travail, c'est-à-dire sans un certain temps de travail qui a son coût.
Donc, il faut prévoir, il faudrait prévoir ce coût. Ça ne dépend pas entièrement de moi. Bien. Monsieur Dallarin. Oui, je suis évidemment sensible, comme Cécile Morisson et comme Anne-Marie Turcan-Verkerk, au côté précaire de ces opérations. Il ne s'agit pas pour autant de les critiquer, car si les investissements d'avenir n'avaient permis que de faire Biblissima, ça suffirait à les justifier, puisque c'est une remarquable réalisation. Mais ce qui va de pair avec la précarité de l'investissement en moyens sur ce type d'opération, qui, comme Anne-Marie vient de le dire, a besoin d'être constamment alimenté, c'est la précarité des emplois. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que ces opérations coup de poing ont pour corollaire que des jeunes trouvent pour 3, 4, 5, parfois jusqu'à 9 ans, un emploi qui n'est pas un emploi définitif et qu'ils se retrouvent ce délai-là plus tard avec un âge légèrement plus avancé et la quasi-incapacité de se reconvertir dans quelque domaine que ce soit, et trop vieux pour postuler en beaucoup d'endroits. Donc je crois que l'appel que vient de faire Anne-Marie Turcan à une pérennisation des moyens doit aussi aller de pair avec cette réflexion sur le type d'avenir que nous proposons à notre jeunesse. Vous approuvez, naturellement. Oui. Et enfin, M. Paravicini. Enfin, à mon avis, vous parlez pour l'avenir. Et ça se fera. Et ça se fera de la même manière que les portables à la main, n'est-ce pas? Vous passez dans la rue et puis tout le monde parle. Et c'est irrésistible. Et c'est très bien ainsi. Mais en même temps, il faut voir les pertes du progrès. Parce qu'il n'y a jamais l'un sans l'autre. Et vous avez énuméré un certain nombre. D'abord, le changement est cher. Et non seulement il est cher maintenant, mais il le sera à l'avenir, parce que tout ce que nous amassons doit être entretenu techniquement et d'autres manières. C'est-à-dire qu'à la longue, ça risque que le travail fait mange le travail à faire, parce qu'il n'y a pas d'argent. D'autre part, il y a quand même une mélancolie de voir que le travail n'est jamais terminé. N'est-ce pas? C'est aussi un côté économique. Quand vous avez terminé votre livre, vous le mettez en bibliothèque, hop, et ça ne coûte plus rien, ou presque, sauf la bibliothèque, bien sûr. Mais là, ça continue à causer des frais, et en permanence. Et puis, vous avez dit, on communique par courriel le dimanche. C'est ça le problème, n'est-ce pas, du management et de la communication permanente. Ça fatigue et ça vous empêche finalement à tranquillement réfléchir. Quant à moi, je n'ouvre jamais mon appareil de courriel le matin. Jusqu'à 12 heures, rien. Après, oui. Mais donc, il faut trouver des modes et ça va changer nos habitudes. Mais enfin, je souscris pleinement à ce que vous faites. Mais en même temps, ça va créer d'immenses problèmes. Alors, comme disait autrefois un professeur au Sorbonne à un étudiant qui s'emmenait d'y mettre, j'ai des problèmes. Alors il l'a pris par l'épaule, l'a retourné, l'a dit, vous allez les surmonter. Hop, il sortait. Eh bien, écoutez, nous avons hâte d'écouter le propos conclusif maintenant. Je voudrais simplement faire observer que ce très vaste panorama que vous avez évoqué depuis le père Bouza, qui travaillait sur des cartes perforées, jusqu'aux techniques les plus récentes, les techniques dites sémantiques, ce vaste panorama
porte uniquement sur les bases de données, sur les ressources qui sont offertes aux chercheurs. Mais il y aurait un autre volet, mais ce sera pour un autre colloque, qui est celui de la publication électronique et de leur pérennité. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus.